You can see on your telephone. Yeah, live live on now. YouTube. Yeah. We are That's live it. now. Yes, that's it. We are Okay. live now. Okay, good morning. I'm Joseph Haddad. Je suis Joseph Haddad, un pédiatre libanais, membre du comité exécutif de l'AIP, et je suis très heureux de partager avec vous ces moments sur le webinaire sur COVID et santé de l'enfant et ses effets. Alors, nous avons tenu à faire ce webinaire pour des raisons bien particulières, blablabla. Je suis en train de blablabler, hein, je ne suis pas en train de faire le speech officiel. Bon, Ousmane, tu peux prendre le relais maintenant pour 2 ou 3 minutes. Hein? Merci beaucoup, professeur Haddad, pour l'invitation à ce webinaire. Je suis donc membre du bureau exécutif de l'AIP et je suis pédiatre. Et j'aurai le plaisir de dérouler une présentation sur les défis liés au COVID chez les enfants. Et nous allons partager ces réflexions et ouvrir des discussions qui nous permettront d'avoir une meilleure compréhension de la maladie. C'est bon? Je pense que c'est bon. Bon, bonjour Sarah de New York, n'est-ce pas? Oui. Bonjour Madeleine. Sarah et Madeleine illuminent le webinaire par leur présence. Merci beaucoup d'être là. Maurice, bonjour, ça va? Tout va bien? Et on va dire bonjour à nos collègues indiens qui partagent avec nous ce webinaire. Shadra, tell me when it's live to go officially. Are we starting officially or not yet? We can start. You can go ahead, Dr. Haddad. I can start officially? Yeah, you can start. Bonjour mes chers collègues. L'Association internationale de pédiatrie et en association avec l'OMS et l'UNICEF, ont le plaisir de partager avec vous ce webinaire en langue française sur le COVID-19 et la santé de l'enfant. Je ne vais pas tarder sur le COVID-19 parce que mes collègues qui vont être introduits tout à l'heure le feront, mais je vais juste en quelques minutes, 2 ou 3 minutes, vous brosser un peu l'état, ce que c'est l'Association internationale de pédiatrie. L'Association internationale de pédiatrie, dont je suis membre du comité exécutif, m'a chargé donc de vous mettre au courant de ses activités. C'est une association qui regroupe environ 160 sociétés savantes de pédiatrie et au moins 15 autres associations régionales ou de sous-spécialités. Sa mission essentielle est de promouvoir la santé de l'enfant dans son environnement et c'est cette approche globale qui est très intéressante et qui se dessine également dans les objectifs du développement durable, Sustainable Development Goal. C'est avec très grande motivation que nous faisons ce travail à travers le monde en associant avec nous et surtout nos partenaires permanents qui sont l'OMS et l'UNICEF. Grâce à ce consortium, OMS, UNICEF, AIP, nous sommes très heureux de vous dire que ceux-ci travaillent de façon extraordinaire. Nous touchons particulièrement tous les pédiatres du monde et nous insistons avec nos partenaires à vous faire transmettre les informations. Alors, ces informations, malheureusement, beaucoup circulent en langue anglaise, mais nous avons tenu, avec nos partenaires, de vous les transmettre en langue française, car la francophonie reste un état d'âme et un consortium qui certainement est très intéressant à le faire partager. À cet effet, vous allez voir dérouler plusieurs de nos
invités, mais je vais auparavant introduire la modératrice qui va prendre en charge ce webinaire, qui est l'ami de longue date, le professeur Folquet, Madeleine Folquet, qui est actuellement la présidente de la Société panafricaine de pédiatrie, l'UNAPSA, et qui est également ivoirienne, qui vit en Côte d'Ivoire, et qui est également membre du comité, du Standing Committee, du comité donc de l'AIP. Madeleine, tu as la parole et merci encore à tous nos auditeurs et j'espère que ce webinaire sera un espace et un forum de communication et d'interpellation. Bonne continuation. Merci, professeur Joseph Haddad. Bonjour, chers collègues. Nous vous remercions de consacrer votre après-midi de ce samedi pour participer à cette visioconférence organisée par l'Association internationale de pédiatrie, l'UNICEF et l'OMS. Celui qui a introduit cette visioconférence est donc le professeur Haddad, pédiatre, néonatologiste, membre du comité exécutif de l'Association internationale de pédiatrie et également président de l'Union des sociétés arabes de pédiatrie. Merci, professeur Haddad. Nos orateurs seront en premier lieu le professeur Ousmane Diaye. Le professeur Ousmane Diaye est pédiatre sénégalais, membre du Steering Committee de l'Association internationale de pédiatrie. Il est chef de service universitaire de pédiatrie à l'UCAD et chef de service de pédiatrie hôpital d'enfants Albert Royer de Fann à Dakar. Il est directeur du CEA-SAMEF et président de la Société sénégalaise de pédiatrie. La conférence du professeur Ousmane Diaye va porter sur COVID-19, défis pour la survie de l'enfant en Afrique. Puis, vous entendrez notre second orateur, le docteur Anna Sarah, qui, elle, est de nationalité américaine. Elle travaille à l'UNICEF et est spécialiste du programme des systèmes communautaires de la section santé. Docteur Anna nous parlera de l'impact du COVID-19 sur les mères et les enfants. Notre dernier orateur sera Dr Maurice Bukagou. Le Dr Maurice Bukagou est médecin de nationalité rwandaise et il travaille pour l'Organisation mondiale de la santé. Et il travaille au département, donc unité de santé maternelle, plus précisément au département de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Et le thème de sa présentation portera sur le COVID-19 et santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Merci à ces différents orateurs et sans plus tarder, nous passons la parole au professeur Ousmane Diaye pour sa présentation. Merci. Madeleine, auparavant, je voudrais juste saluer la présence du docteur Naveen Thaker, qui est le directeur exécutif de l'Association internationale de pédiatrie. Welcome, Dr. Naveen Thaker. Thank you for your presence. Merci in beaucoup, this webinar. Madeleine. And I leave now the session. Je vous demande de désactiver la présentation qui est présente comme ça, là, que Joseph avait mis. Sinon, je ne pourrais pas mettre ma présentation. Bonjour. Voilà. Il faut mettre fin au partage de fichiers que Joseph avait mis tout à l'heure. Shadra, please put the sharing of the of Ousmane slides. Voilà. Please. Voilà, c'est bon. Voilà. Merci, professeur Madeleine Folquet. Merci à l'Association internationale de pédiatrie et à Jo qui a coordonné l'organisation de ce webinaire qui est extrêmement important. Je remercie également l'OMS, l'UNICEF et tous les participants qui sont actuellement connectés pour suivre ce webinaire qui sera le creuset d'échanges fructueux pour mieux comprendre la maladie et dégager des stratégies. Donc, on m'a demandé de vous parler du COVID-19, défi pour la survie de l'enfant en Afrique. Et j'ai le plaisir de partager ces quelques slides avec vous afin de susciter des discussions.
Donc, mon plan de présentation sera structuré autour de 4 points. Je vais d'abord parler du contexte socio-démographique et sanitaire de l'Afrique, de l'épidémiologie globale de la pandémie à COVID-19 en Afrique, de l'impact socio-économique, sanitaire et sanitaire de la pandémie, et pour terminer par décliner les défis pour la survie de l'enfant. En ce qui concerne le contexte socio-démographique et sanitaire en Afrique, il faudrait dire que l'Afrique est caractérisée par une population très jeune, avec une moyenne d'âge qui est aux alentours de 18 ans, contrairement aux autres pays, que ce soit européens et au niveau des pays de l'Amérique du Nord, où l'âge est beaucoup plus important. C'est important puisqu'on sait que cette pandémie atteint a une morbidité beaucoup plus forte chez les patients âgés. Ça pourrait expliquer en partie la résistance affichée par l'Afrique au cours de cette pandémie. Mais ce qu'il faut retenir également, c'est que les pays africains sont des pays où l'indice de développement humain est très faible. Donc, c'est des pays relativement pauvres. Ça ne veut pas dire qu'il faut en rougir, mais il faudrait que les maigres ressources que nous avons soient optimisées et qu'une bonne organisation soit mise en place pour faire face à ces différentes pandémies qui menacent le monde. En ce qui concerne la mortalité infantile, comme vous le voyez sur cette diapositive, les taux de mortalité infantile sont extrêmement élevés au niveau de nos pays en Afrique subsaharienne, contrairement aux autres pays du monde. Et depuis les objectifs du millénaire pour le développement, nous avons observé une baisse progressive de ces taux de mortalité dans les pays du monde, mais comme vous le voyez sur cette diapositive, le rythme de baisse qui est affiché dans les pays africains est assez faible, alors qu'on a des engagements pour atteindre les objectifs de développement durable en 2030. Et pour les atteindre, il faudrait accélérer notre rythme. En ce qui concerne la couverture vaccinale, vous voyez que plus de la moitié des enfants au niveau africain ne sont pas vaccinés. Et il est important de relever ce défi de la couverture vaccinale pour éviter la réapparition d'épidémies qui étaient déjà dans notre continent et qui étaient facteurs de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Et vous voyez ici, sur cette diapositive, que les taux de couverture en Afrique sont les plus faibles comparés au reste du monde. En ce qui concerne la malnutrition, les taux restent encore très élevés. C'est un autre défi à relever et d'autant plus important qu'on vit une période extrêmement difficile qui va impacter nos économies et peut-être accélérer l'augmentation des taux de malnutrition du fait de l'insécurité alimentaire. L'autre aspect important qu'il faut prendre en considération, c'est le nombre très restreint de ressources humaines en santé. Vous voyez, sur cette diapositive, on vous dit que l'Afrique a besoin encore de 2 millions d'agents de santé pour faire face à des activités de plus en plus croissantes. En ce qui concerne l'épidémiologie globale de la pandémie COVID-19 en Afrique, il faudrait dire que l'Afrique est plus ou moins épargnée. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de cas. Peut-être que le dépistage n'est pas aussi poussé que dans les autres pays. Et comme vous l'avez vu sur cette diapositive, au niveau mondial, nous avons plus de 4 millions de cas. En Afrique, nous avons pratiquement 72 000 cas, ce qui est relativement faible, comparé aux taux qui sont affichés aux États-Unis. Et comme vous le voyez également sur cette diapositive, les petits traits discontinus affichent la létalité liée au COVID-19. Et vous voyez qu'en Afrique, les taux de létalité sont les plus faibles comparativement à la France et à l'Italie, où les taux de létalité sont de 14% à 15%. La prévalence globale au niveau des pays d'Afrique francophone est affichée sur cette diapositive, où vous voyez que les pays qui ont le plus grand nombre de cas recensés en valeur absolue, c'est le Sénégal et le Cameroun. Mais si on les rapporte à la population globale, comparé aux autres pays, ce sont des taux, ce sont des prévalences qui peuvent être relativement faibles. Mais toujours est-il que nous constatons de plus en plus une augmentation des cas de COVID-19 dans nos pays et qu'il faudrait faire face à cette augmentation croissante. Et au Sénégal, les dernières statistiques dont je dispose rapportent une prévalence pratiquement de 15% par rapport au nombre total de cas qui ont été recensés. Nous avons recensé 234 enfants dans les unités de traitement du COVID-19. Et vous voyez ici, nous avons une population quand même de 0 à 14 ans qui est plus ou moins touchée
avec une prévalence beaucoup plus forte dans cette tranche d'âge pour les 5 à 14 ans. Et ce qu'il faut remarquer également, c'est que dans notre pays, tous les enfants qui ont été testés positifs sont asymptomatiques. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons aucun cas de décès. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que nous devons prendre nos lauriers pour en faire des oreillers. Il faudrait continuer la pression dans la prévention par l'application des gestes barrières. C'est extrêmement important. En ce qui concerne l'impact socio-économique et sanitaire de la pandémie, il faudrait dire que cet impact sera socio-économique, sanitaire, mais aussi éducatif. On l'oublie souvent. Parce qu'au plan socio-économique, il faudrait dire que le PIB de tous nos pays va baisser de façon vraiment très importante. Et vous voyez ici, au niveau mondial, nous avons une baisse de 7% de ce PIB dans les premiers mois de cette pandémie et qu'il est attendu une baisse de 3% pour l'année. La croissance également va baisser et nous aurons une perte de production qui va être estimée à 79 milliards de dollars. Et du fait de la désorganisation des échanges commerciaux et de la réduction des flux financiers, surtout en Afrique où les familles dépendent des flux financiers des migrants qui alimentent pratiquement toutes les familles. Au plan du système sanitaire, ce qu'il faut remarquer, c'est que les infrastructures sanitaires vont être saturées, stigmatisées. Le personnel de santé va être débordé, démoralisé et stigmatisé. Et nous allons observer, et nous observons déjà une baisse extrêmement importante des activités normales, de routine, et des activités, surtout les activités de vaccination, et c'est important. Au plan du système éducatif, c'est important. Vous savez que 30 millions d'enfants n'ont plus accès à l'école. Et ça, c'est un gap extrêmement important. Et 420 000 enseignants sont privés d'école. Et je pense que la reprise des cours doit quand même être liée à une stratégie bien huilée pour que les choses se fassent correctement. L'impact sur la vaccination a été étudié. Donc, j'ai repris les données du Sénégal au premier semestre 2020. Et vous voyez ici que pour tous les antigènes du programme élargi de vaccination, nous avons une baisse quand même progressive et relativement importante. Et vous voyez même pour le VPH, le vaccin contre le papillomavirus, on est passé de 104% de couverture à 82%. Donc, ça veut dire qu'on a un impact certain sur les services de prévention et ce n'est pas ça qui était souhaitable parce qu'on risque de voir l'apparition d'épidémies. Et au niveau des consultations, des activités hospitalières, j'ai rapporté les données issues de notre système d'information médicale au niveau de l'hôpital d'enfants Albert Royer. Et comme vous le constatez, au niveau des consultations, nous avons une baisse extrêmement importante des consultations au cours du premier trimestre de la pandémie. Donc, pour les consultations, nous avons une réduction de 33%, ce qui est extrêmement important. Pour les hospitalisations, nous avons certes un solde positif, mais nous observons une baisse progressive des activités. Et vous voyez que pour le mois de mars, si on le compare à mars 2019, nous avons une baisse de 11%. Et si l'épidémie perdure, on aura une augmentation beaucoup plus importante de cette baisse qui va impacter sur les recettes et vraiment gréver les possibilités de paiement des salaires. En ce qui concerne enfin les défis pour la survie de l'enfant, en m'appuyant sur ce que je viens de dire tout à l'heure, en ce qui concerne le contexte sociodémographique et l'impact de la pandémie au plan social, sanitaire et éducatif, ce qu'il nous faudrait, c'est veiller à une résilience socio-économique assez forte. Au niveau du Sénégal, il y a eu des stratégies qui ont été mises en place, Force Covid-19, c'est de l'argent qui va être mobilisé pour soutenir les secteurs les plus vulnérables. Et il est prévu également un plan d'investissement post-Covid qui a été mis en place par le chef de l'État pour le secteur de la santé d'une somme de 64 milliards de francs CFA. Et ça permettra d'assurer une sécurité alimentaire et éviter la précipitation des états de malnutrition, la préservation du pouvoir d'achat et la lutte contre la pauvreté. En ce qui concerne la résilience de nos systèmes de santé, je pense qu'il est important, et c'est déjà fait, plus ou moins, encore faudrait-il renforcer cela, il faut une motivation des personnels de santé qui est débordé, démoralisé et exposé. Il faut assurer leur sécurité et la sécurité de leur famille, parce que ce sont les familles qui amènent leurs enfants dans nos structures hospitalières. Donc, il faut une disponibilité de moyens de protection. Il faut améliorer l'environnement de travail du personnel hospitalier par des équipements, du personnel suffisant, mais surtout
préserver et renforcer les services essentiels pour la survie de l'enfant. Et j'insisterai beaucoup plus pour la vaccination, puisqu'il faudrait faire tout pour préserver les acquis de la vaccination, pour éviter que certaines maladies ne réapparaissent dans notre système de santé. Donc, l'objectif doit être de maintenir et renforcer les acquis de la couverture vaccinale, d'éviter la réapparition d'épidémies meurtrières pour les enfants et de soulager nos structures de soins dans un contexte déjà éprouvé pour notre système de soins. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Ousmane Ndiaye, pour cette brillante présentation. À présent, nous allons passer au docteur Anna. Vous avez la parole. Anna, unmute yourself. Démute-toi. On commence bien. Merci, Dr. Joseph. Avant tout, je dois excuser mon horrible française. Comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas de langue maternelle, mais je vais faire de mon mieux. Et si vous avez des questions à me poser après en italien ou en anglais, je serai heureuse de passer à ces langues dans lesquelles je suis plus à l'aise. Donc, aujourd'hui, je vais parler de l'impact de COVID-19 sur les mères et les enfants, non seulement direct, mais aussi indirect. Cette pandémie a des conséquences de grande portée pour nous tous, mais il s'agit sans aucun doute de la crise mondiale la plus importante à laquelle les enfants ont été confrontés depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'UNICEF a été fondée pour venir en aide aux enfants des pays dévastés par cette guerre et a depuis lors continué à fournir une aide humanitaire, des conflits, aux catastrophes naturelles ainsi qu'en matière de développement. Mais le programme de l'UNICEF ne se limite pas à la santé. Je vais toucher aussi sur l'éducation, la protection sociale, la protection de l'enfance, l'eau et le wash. Et nous avons le programme dans près de 118 pays et territoires. Face à la pandémie, de nombreuses opérations se déplacent maintenant vers le processus à distance, au virtuel, et nous tirons de nouveaux enseignements en matière de renforcement des capacités nationales. Je vais couvrir une grande partie du même contenu que celui présenté déjà par le Dr. Ousmane, mais d'un point de vue global. Next slide, please. Depuis que nous avons commencé à compter les décès d'enfants et de mères dans l'histoire, ces chiffres n'ont cessé pas de tomber. Mais pour la première fois dans l'histoire, il est très probable que nous nous trouvions dans un scénario où le taux de mortalité augmentant. Nous venons de publier cette étude mercredi qui prévoit que plus d'1 million d'enfants pourraient mourir au cours des 6 prochains mois dans 118 pays à faible et moyen revenu à raison de la perturbation des services de santé provoquée par cette pandémie. Cela représente un excès de 6 300 décès d'enfants chaque jour pendant cette période. Même dans le cas le plus optimiste, où l'accès des services de santé chuterait de 15% seulement, il y aura un excédent de plus de 250 000 décès d'enfants. Le risque que des enfants mourant de la malaria, de la pneumonie ou de la diarrhée dans ces pays en développement dépasse de loin toute menace présentée par le coronavirus. Cette simulation prévoit que le plus grand nombre absolu de décès supplémentaires se situeront en Inde, au Nigeria, au Pakistan, en République démocratique du Congo, en Tanzanie et en Indonésie. Une telle situation a des précédents. Des recherches ont montré qu'il y a 6 ans, lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique occidentale, plus de personnes sont mortes des effets indirects que la maladie elle-même.
Mais l'ampleur de la pandémie actuelle signifie que les conséquences seront bien plus importantes. Examinons pourquoi. Next slide, please. Nous savons que les très prochains mois, nous allons voir 35 millions de nouveau-nés dans le monde. Dans le contexte de la pandémie, de plus en plus de femmes choisissant d'accoucher à la maison. Et donc, nous devons nous préparer à fournir des services à ces mères et à ces bébés. Et comme nous l'avons vu avec la tendance présentée par la Dr. Ousmane, nous avons également prévu que des millions d'enfants ne seront pas vaccinés durant la première année de leur vie. Les recommandations mondiales actuelles stipulant que la suspension des campagnes de vaccination et nous constatons également une perturbation des vaccinations de routine. Cela pourrait signifier une plus grande contribution à la résurgence mondiale de la rougeole. Nous craignons donc que le manque de services tels que l'accouchement assisté et l'immunisation n'augmente la mortalité infantile et maternelle. Next slide, please. Nous voyons le nombre sans précédent d'1,5 milliard d'enfants non scolarisés, ce qui peut avoir un impact à long terme sur les abandons scolaires, le risque du travail des enfants, le risque de mariage des enfants. Et nous ne sommes même pas sûrs, dans le milieu le plus encombré ou le plus isolé, que la fermeture des écoles permettra de réduire la distance sociale. Il y a aussi la préoccupation par le fait que les mesures de contrôle local font payer un lourd tribut économique en limitant la capacité de gain des individus et que le ralentissement économique mondial fera tomber 50 millions d'enfants supplémentaires dans l'extrême pauvreté cette année, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la malnutrition et de mauvais résultats pour la santé. Et nous surveillons l'impact de l'enfermement sur la santé mentale et la sécurité, tant pour les parents que pour les enfants. Next slide, please. L'UNICEF surveille l'impact secondaire des interruptions des services. Le niveau des soins de santé primaire et les services communautaires ont certainement été touchés et les structures sanitaires pourraient être débordées. Et le plus grand risque dans la prestation des services est que nous ne disposons que de 20% des équipements de protection individuelle nécessaires. Dans certains pays, le public évite également les centres de santé par crainte d'attraper le COVID, ce qui entraîne une réduction de l'utilisation efficace des services et qui pourrait être plus dangereuse que le virus lui-même. Next slide, please. En tant qu'UNICEF, nous travaillons avec l'OMS et des autres partenaires pour examiner comment nous pouvons atténuer l'impact direct et secondaire et comment nous pouvons renforcer les systèmes locaux et la capacité locale. Comment nous pouvons travailler avec la Banque mondiale, l'Union européenne et des autres pour mettre en place un système de protection sociale plus solide pour le bénéfice des enfants et les familles pauvres, afin qu'ils puissent continuer à avoir leurs besoins fondamentaux satisfaits. Next slide, please. Dans la première phase de la réponse à COVID, à cause des 2 derniers mois, l'UNICEF s'est beaucoup concentré sur le contrôle de la transmission immédiate et sur les services de sauvetage de vie en cas d'urgence, tels que la fourniture d'oxygénothérapie aux établissements de santé et des équipements de protection individuelle pour les travailleurs de santé, afin qu'ils continuent à fournir des services essentiels. Mais nous aidons également les pays qui sont prêts à se rétablir
ou ceux qui ne sont pas encore totalement en mode de réponse à d'être plus près. Par exemple, si vous devez fermer une communauté, quelles sont les conditions préalables que vous devez mettre en place pour que le blocage soit moins préjudicial? Next slide, please. La plus grande force de l'Association internationale de pédiatrie est votre personnel sur le terrain. Nous sommes tous coincés à la maison, mais vous êtes en première ligne, j'espère, avec l'équipement de protection personnelle. Et vous apportez une voix décisive à vos gouvernements, comment ils doivent maintenir les services, quel est le moyen le plus sûr pour les familles de se faire soigner et pour les prestataires de soins de santé de faire le travail pendant cette période. Et vous plaidez en faveur de l'atténuation de l'impact secondaire sur les enfants dans vos pays. Vous pouvez contribuer aussi au débat public entre l'éloignement social et le principe de ne pas nuire, en particulier pour les ménages déjà marginalisés ou pauvres. Et vous pouvez contribuer au renforcement des capacités, non seulement maintenant, mais aussi au-delà de COVID, en construisant la base d'épreuves et de soutenir les apprentissages à travers de divers pays. Donc, c'est la fin de mes... Next slide, please. C'est la fin de ma présentation. Je vous remercie beaucoup. Et donc, je passe la parole au modérateur. Madeleine, une seconde. Je vais juste saluer la présence du docteur Errol Alden, président de l'Association internationale de pédiatrie sur ce webinaire. Errol, you're most welcome in our webinar, French webinar. I hope that you will be able to give us a speech in French. Merci, Joseph. Je voudrais, moi, pour ma part, remercier Dr. Anna pour son excellente présentation. Errol, you have the floor. Thank you. I'm Errol Alden, current president of the International Pediatric Association. The IPA is a 110-year-old global body representing and connecting 164 professional pediatric societies from 149 countries, leading to improvements in child and adolescent health and rights. This IPA webinar is in collaboration with UNICEF and the World Health Organization. I want to thank everybody contributing to this webinar. Particularly thanks go to Dr. Naveen Thakur and his team, Ms. Lindsay Sobin, Ms. Shredakar, Udakar, and Mrs. Amruta Vadnakar. I would encourage participants to let us know what topics would be of most use to them in their ongoing work. I do apologize for my lack of ability to speak in French. It is one of the world's international languages, and I'm very sorry about that. So let me turn it back over to Joseph, if you'll go ahead, and you and our moderator are doing such an excellent job. Thank you. Thank you, Errol, for your keen words. Stay safe and convey our regards to all your family. Madeleine, tu reprends la parole, s'il te plaît. J'aurais bien voulu que tu traduises un peu ce qu'il nous a dit. Le docteur Errol a un peu brossé le panorama de l'AIP. Il nous a donné un peu de nouvelles sur ce que l'AIP faisait. C'était un aperçu général de ce que j'avais dit au départ. Il salue également la collaboration étroite avec toutes les sociétés de pédiatrie internationales et les sociétés savantes régionales, ainsi que l'OMS et l'UNICEF. Et il s'excuse de son manque de participation en langue française qui ne maîtrise pas du tout. Voilà. Tu peux reprendre la parole, s'il te plaît. Merci, professeur Haddad. Merci également à Dr. Errol pour tous les efforts qu'ils font pour la survie de l'enfant. Et je voulais, avant de donner la parole à notre dernier orateur, féliciter le Dr. Anna pour sa maîtrise de la langue française. Je pense que nous avons entendu. Et son dernier slide disait ceci: les enfants ne sont pas le visage du COVID-19, mais
le risque d'en être la plus grande victime est toujours présent. Nous aurons vraiment à l'esprit cette phrase. À présent, docteur Bukagu, vous avez la parole pour votre présentation. Merci. Merci, chère modératrice. Mon nom, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est Maurice Bukagu. Je suis gynécologue obstétricien travaillant à l'OMS à Genève, dans l'équipe de santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent et des personnes âgées. Et je vais donc faire cette présentation au nom de cette équipe. Et j'en profite pour remercier sincèrement l'équipe de IPA qui, avec l'OMS et l'UNICEF, ont organisé ce webinaire pendant cette période qui est très difficile pour tout le monde, où les gens sont confinés à la maison. Et c'est donc pour saluer et participer à cet effort que je me suis joint à vous. Next slide. Next. Nous sommes dans un contexte de pandémie, comme vous l'avez vu. Please, yes, that one. Nous sommes donc dans un contexte de pandémie où un peu plus de 216 pays et territoires sont atteints. Plus de 4,5 millions de cas aujourd'hui recensés ou rapportés, avec près de 80 000 nouveaux cas chaque jour. Ça, ce sont les données d'hier. Et on avait autour de 307 000 décès déjà enregistrés. C'est véritablement une catastrophe. Comme vous le savez, le point de départ était en Asie, mais très rapidement, l'ensemble du monde a été concerné, avec des épicentres au niveau des pays de l'Europe occidentale. Comme vous l'avez suivi, des pays comme l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Espagne, la France ont très vite été touchés, mais aujourd'hui, bien sûr, les États-Unis qui rapportent le plus grand nombre de malades et de décès. Suivant, next. Next slide. Alors, que sait-on des aspects cliniques? Comme on l'a dit, c'est une nouvelle maladie virale avec un tropisme respiratoire et essentiellement pulmonaire. Je ne vais pas aller dans tous les sites, mais la fièvre, la toux, les maux de gorge, les douleurs musculaires, perte soudaine d'odorat et du goût, mais surtout une complication majeure de type sévère au niveau, n'est-ce pas, sous forme de pneumonie. En termes d'aspect diagnostic de laboratoire, il est surtout utilisé des frottis nasales pharyngés qui permettent de faire soit des tests sérologiques mettant en exergue des IgM et des IgG, des anticorps, et surtout des tests de détection utilisant la technique de PCR. Suivant, next. Next slide. Alors, en termes d'évidence aujourd'hui, on sait que ce qu'on a comme données montre qu'ils font état de faible risque d'infection par le Covid chez les enfants. Je crois que notre collègue, professeur Ndiaye, nous a montré des données au niveau du Sénégal, avec une symptomatologie qui est généralement simple à modérée. Pour spécifiquement la femme enceinte, il n'y a pas non plus d'évidence actuelle pour montrer que la femme enceinte a une présentation clinique spécifique, ni qu'elle soit sujette à un risque d'infection sévère au Covid-19. Tout à l'heure, notre collègue Anna nous a parlé de cette
étude qui a été faite par Timothy Robertson et des collègues qui ont montré, qui ont procédé à une modélisation des effets indirects du Covid sur la santé de la mère et de l'enfant dans 118 pays et qui montrent qu'il y a des effets susceptibles, n'est-ce pas, de compromettre les efforts que les pays ont fait en matière de réduction des décès évitables chez les mères et les enfants. Ces effets étant liés à la peur, à la désorganisation des services de santé essentiels, et que par exemple, une réduction de 45% sur 6 mois, donc des services de santé, pourrait entraîner des décès additionnels chez les enfants de l'ordre de 1 157 000 et chez les mères, n'est-ce pas, 56 700 nouveaux décès additionnels liés donc de façon indirecte au Covid-19. Next slide. Next, yes. Alors, ce que nous avons en termes de modélisation ont été corroborés par, n'est-ce pas, des enquêtes rapides qui ont été faites par l'OMS et les partenaires. Par exemple, pour la vaccination, tel que notre collègue du Sénégal nous l'a montré tout à l'heure, c'est que, comme vous pouvez le voir, les services de vaccination sont absolument perturbés dans le monde entier. Tout ce qui est visible sur cette carte montre que certains pays où on a les services de vaccination qui sont tout simplement arrêtés, suspendus, ne marchent plus, ou alors, dans la plupart des cas, en tout cas pour le reste du monde, ils sont perturbés. Donc, ceci, n'est-ce pas, est visible et corroboré par ce qu'il y a sur Terre. Suivant, next. Next slide. Alors, c'est dans ce cadre-là que le directeur général de l'OMS, Dr Tedros, a fait un appel récent pour, n'est-ce pas, appeler les pays à maintenir les services de santé essentiels parce qu'on se rend compte qu'il y a une pression croissante sur les services et sur les personnels. Et quand on sait, par exemple, que dans le cas de l'épidémie Ebola d'il y a 6 ans, les systèmes de santé étaient débordés et les décès étaient liés davantage à des maladies évitables grâce, par exemple, à la vaccination. Et ceci, donc, est un élément dont il faut tenir compte comme pour la présente pandémie. Donc, même en étant en pleine crise, les services de santé doivent absolument continuer parce que les mères vont continuer à accoucher, à avoir et ces bébés de vaccination en particulier. Next slide. Next slide. Donc, il y a pour cela, l'OMS avec ses partenaires ont procédé au développement des guides pour, n'est-ce pas, combattre cette pandémie qui est une maladie virale et de façon particulière donc pour la santé de la mère et de l'enfant. Next slide, please. Next slide. Donc, que ce soit pour les soins prénatals, pour l'accouchement, pour les soins postnatals, que les mères et leurs enfants aient accès aux soins de qualité, n'est-ce pas, malgré l'existence donc de cette épidémie. Alors, pour les femmes chez lesquelles l'infection à COVID-19 est suspectée, probable ou confirmée, par exemple, les césariennes ne devraient être faites que s'il y a une indication médicalement justifiée. Donc, ce n'est pas une indication de césarienne.
les mères et leurs bébés devraient pouvoir rester ensemble et la pratique de peau à peau que nous connaissons, qui est mise en pratique dans la plupart des cas, des soins mère-kangourou, être absolument gardés et continués. Et si le nouveau-né est hospitalisé en néonatologie, par exemple, la mère devrait être soutenue en vue de pouvoir effectuer l'expression de lait maternel pour, n'est-ce pas, pouvoir donner le lait au bébé. Donc, des mesures appropriées de contrôle et de prévention de l'infection doivent absolument être en place. Donc, ceci pour dire qu'il y a une adaptation de soins par rapport au COVID-19. Suivant. Next slide, please. Alors, tout à l'heure, notre collègue Anna a dit que les enfants ne sont pas au centre de l'épidémie, mais risquent d'être parmi les principales victimes. Ceci vient d'une déclaration du secrétaire général des Nations Unies sur, n'est-ce pas, l'impact que le COVID-19 risque d'avoir sur les enfants. Il y a bien entendu des risques d'appauvrissement familial, des difficultés de scolarisation qu'on voit quand les enfants sont confinés, des défis liés à l'accès inadéquat aux soins de santé essentiels, mais aussi des risques liés à l'insécurité. Alors, donc, le continuum des soins pour les enfants est vraiment la solution, avec un focus sur l'équité, les mesures de protection spéciale pour les enfants vulnérables en particulier, avec des mesures pratiques de soutien aux parents, les prestataires de santé, en essayant de faire rapidement une restauration des services de santé dès que le confinement est terminé, comme on le voit, c'est le cas dans la plupart des pays, y compris dans les pays au sud du Sahara. Next. Next slide. Next slide, please. Alors, il y a un aspect important et de soutien parce qu'on s'est rendu compte que quand il y a ce genre d'épidémie, il y a, on l'a vu dans le cas du SRAS, qui était associé à un accroissement de près de 30% de suicides chez les gens âgés de 65 ans ou plus. Donc, la quarantaine qu'on a observée dans les pays, les mesures de distanciation sociale et physique renferment elles-mêmes en fait des facteurs de santé mentale dont il faut tenir compte dans une pandémie comme celle-ci. Next slide. Next slide. Alors, donc, on en a parlé tout à l'heure, maintenir les services de santé essentiels de qualité, optimiser les plateformes de prestation de services en tenant compte des options alternatives, telles que par exemple les services de santé à base communautaire, les stratégies avancées ciblées, la téléconsultation, on a vu ça, au niveau des structures de santé, établir le flux efficace des patients à tous les niveaux en utilisant donc le dépistage, le triage, l'isolement des patients de Covid confirmés, mais aussi la référence ciblée en essayant d'éviter de mélanger les populations avec les malades confirmés. Le redéploiement du personnel de santé pour soutenir les unités, surtout avec des malades de Covid, et bien entendu maintenir la confiance de la population. Ceci est essentiel. Suivant, next. Next slide. Alors, avant de terminer, il y a, comme on l'a dit, c'est une nouvelle maladie. Il y a encore beaucoup d'inconnus. Il y a quelques priorités de recherche qui se dessinent à l'horizon. L'histoire naturelle du virus, par exemple, sa transmission, le diagnostic. On sait qu'il est d'origine animale et donc
connaître son environnement et les mesures de prise en charge au niveau de l'interface humaine-animale. Des études épidémiologiques sont cruciales, les caractéristiques cliniques et la prise en charge de la maladie, le contrôle et prévention de l'infection, la recherche de développement de candidats médicaments, ceci est en cours, la recherche et développement de candidats vaccins, c'est aussi des éléments essentiels de recherche actuelle. J'ai presque fini. Suivant. Next. Next slide. Pour terminer, donc, il y a, en termes de vision stratégique, on a dit que c'est une maladie virale avec beaucoup d'inconnus. Il y a des effets directs et indirects sur la vie des individus, sur les familles, sur les sociétés humaines en général. Alors, ce qu'il y a comme vision, c'est la résilience des services, la flexibilité des stratégies nationales de type multisectoriel, parce qu'il faut que tous les secteurs s'impliquent, soutenus bien entendu dans le cadre de la coopération internationale. Accélérer la recherche et l'innovation, le partage des connaissances, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Merci pour IPA et les partenaires, et bien sûr toutes les expériences efficaces au niveau international. Donc la mise à échelle rapide en tenant compte des aspects d'équité, c'est vraiment la voie à suivre. Next slide. Next. Next slide. Quelques références. Next slide. Next. Voilà. Merci beaucoup. Et surtout, merci à tous les personnels de santé qui sont au front pour la lutte contre cette pandémie, mais aussi à tous ceux qui, de près et de loin, y apportent leur soutien. Je vous remercie. Merci, docteur Dabou, pour cette belle présentation. Donc, comme vous le voyez, nous avons eu droit à 3 présentations. Celle du professeur Ousmane Diaye sur les défis pour la survie de l'enfant en Afrique, celle du docteur Anna sur l'impact du COVID-19 sur les mères et les enfants, et enfin, celle du docteur Bouchagou sur COVID-19 et santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Avons-nous des questions? Avons-nous reçu des questions? S'il te plaît, Madeleine, je voudrais avant remercier vivement les personnes suivantes qui ont été d'un recours important et qui ont été à l'origine et à la base de ce webinaire, nos partenaires Stéphane Peterson et Gagan Gupta de l'UNICEF et Ansu Banerjee et Ware Wilson de l'OMS. S'ils nous entendent, s'ils sont présents, nous les saluons très vivement. Et merci encore. Et pardon de t'interrompre, j'étais obligé parce que je les avais omis dès le départ. Merci, professeur Haddad. Je remerciais moi aussi les orateurs qui se sont préparés pour nous informer sur le COVID-19 et puis les réalités dans notre contexte de vie. Et je demandais si on avait des questions qui nous avaient été soumises. Professeur Haddad. Thank you very much. Oui, il y a pas mal de questions qui ont été soumises. Oui, Errol, tu voulais parler? Errol, you want to take the lead? Sure. Thank you all so much. This has been just excellent. This is the first time we've done the webinars. We're organizing a series of webinars, about 1 to 2 per month. We will be in different time zones and languages. This is the first time we have done it in French, and I think it has been excellent. For those of you that are interested, the IPA position on promoting and supporting children's health and healthcare during COVID-19 has been published by BMG Archives of Diseases of Children. But I want to thank everybody contributing to this webinar. And please, the participants, if you'll let us know what
other webinars you think would be most of use to you and your practices. Joseph, back to you. Thank you, Errol. Je vais juste rappeler que le docteur Errol nous a donné le programme à venir de l'AIP sur les webinaires. Et donc, nous sommes en train d'organiser à l'AIP plusieurs webinaires en plusieurs langues, française, espagnole. Et donc, il a été très content de suivre ce webinaire. D'autre part, il remercie tous les orateurs et naturellement les personnes que j'ai citées auparavant de l'OMS et de l'UNICEF. Et il nous demande si nous avons d'autres propositions de webinaires en langue française à lui soumettre ou à soumettre à l'AIP, parce qu'on va à partir de maintenant organiser plusieurs webinaires. Alors, Errol, I have translated what you have said, and I think that the message is clear. This particular webinar in French was oriented a bit into Africa because our main speakers were African. I think that in the next webinar, if there will be a French one, we will target the North African Maghreb countries also. So yes, we will be delighted to have more webinars, and we think that this is very, very interesting. Thank you, Errol, for your participation. Thank you, IPA, for letting us participate to this interesting forum. Thank you, WHO. So there is now questions. Il y a des questions dans le inbox et il y a également des questions qui nous ont parvenues par écrit. Tu les as, Madeleine? Tu peux commencer par les questions qui sont parvenues et on va voir les questions in-out box. Merci, Joseph. Les questions qui nous sont parvenues, bon, il était cru que le COVID-19 touchait uniquement les personnes âgées. La situation actuelle nous a montré le contraire. Donc, la question, aujourd'hui, combien d'enfants testés positifs avez-vous recensés dans votre structure de santé? Je pense que, professeur Ousmane Ndiaye, tu en avais un peu parlé. Merci Madeleine pour cette question. Je pense que on a toujours cru que ce sont les adultes qui étaient beaucoup plus atteints par le COVID-19, qui faisaient des formes beaucoup plus expressives. Et les plus âgés, vraiment ceux qui sont au-delà de 70 ans, c'était eux où il y a une mortalité la plus forte possible. Et les enfants, nous avons toujours cru qu'ils ne faisaient pas la maladie. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui ont une expression clinique de la maladie. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que malgré cette augmentation des cas qui sont rapportés des enfants malades du Covid, l'expression est souvent très légère, de légère à modérée. Mais de plus en plus, on a quelques cas dans les pays du Nord où on rapporte des cas graves, hospitalisés, surtout avec la nouvelle donne qui est la réaction inflammatoire multisystémique associée au COVID-19. On parle de mal de Kawasaki ou syndrome de Kawasaki et on parle également du choc toxique. Je pense que de plus en plus, on voit des enfants qui présentent un syndrome post-Covid, post-infectieux. Donc, c'est des phénomènes immunologiques. Donc, je pense qu'on doit continuer à se dire qu'il faut qu'on surveille encore plus les enfants, qu'on continue de maintenir les moyens de prévention. Je pense que c'est extrêmement important. Merci Ousmane pour cette réponse. Donc, c'est vrai que ici en Côte d'Ivoire, au service des maladies infectieuses, on a une vingtaine de cas qui concernent les enfants, mais généralement, il s'agit de formes moins graves et puis il n'y a pas encore de décès. Donc, mais comme tu l'as dit, dans les pays développés, on voit apparaître des pathologies qu'il faut vraiment prendre en compte. Merci. La deuxième question, c'est comment protéger nos enfants contre le COVID-19 vu que dans nos maisons familiales, ils ont une mobilité et échappent à notre vigilance? Quelqu'un pourra répondre à cette question?
Bon, je sais pas si Sarah a une réponse sur ça, mais bon, je vais rebondir un peu sur ça. C'est vrai que c'est une question extrêmement compliquée et difficile parce qu'aujourd'hui, on part vers la réouverture des écoles. On se demande est-ce qu'il n'y a pas de risque de contamination massive puisque la sociologie de nos pays est très différente. On vit tous ensemble dans des maisons où il y a 15-20 personnes. Et à l'école, ce sont des écoles massifiées. Je pense que c'est difficile d'y répondre. Mais ce qu'il faut peut-être avoir à l'esprit et qui peut-être un peu nous soulage, c'est que beaucoup d'études montrent que les enfants transmettent moins, ou bien se transmettent moins la maladie. C'est vrai qu'il y a des données contradictoires. Par exemple, l'étude qui a été faite par Christian Drosten en Allemagne disait que les enfants ont la même capacité de disséminer la maladie que les adultes. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de scientifiques qui s'insurgent pour dire que peut-être l'approche n'était pas aussi rigoureuse que cela. Mais tout ce qu'on a observé, c'est que les enfants transmettent moins. Il y a eu un cas donc en France, un Anglais qui a fait un séjour dans les stations de ski, qui était en contact avec presque plus de 150, 180 personnes, et il n'y en a presque pas eu qui soient contaminés. Ça veut dire que ça peut nous soulager. Maintenant, au niveau de nos familles, ce qu'il faudrait, je pense qu'il faudrait qu'on maintienne cette prévention intrafamiliale, parce que de toute façon, quand un enfant vit dans sa famille, il y a toujours les risques qu'il soit contaminé. Mais le gros risque, c'est ce qui vient de l'extérieur. Donc, je pense qu'il faudrait faire attention aux visites, à la protection des patients et des familles, des personnes qui viennent là-bas. Et quand ils sortent, bon, d'essayer de tout faire pour respecter les mesures de distanciation physique, ce qui est extrêmement difficile en Afrique. Je pense que l'avenir nous dira est-ce qu'il y aura une contamination massive avec la réouverture ou non. Mais je ne peux pas y répondre comme question de façon formelle. Voilà. Docteur Anna, docteur Chagou. Oui, professeur. Ce qu'on observe dans les pays européens, c'est la problématique de l'enfant qui veut, ou l'inverse, qui veut voir ses grands-parents. Donc, il y a une distanciation à ce niveau-là. Par exemple, dans les pays européens, les grands-parents n'ont pas le droit de sortir pour aller voir les enfants, de peur donc qu'il y ait cette contamination des enfants et vice-versa. Donc, c'est une nouvelle donne qu'il faut bien sûr continuer à observer et qui, bien entendu, ne pourra véritablement se régler qu'une fois qu'on a le vaccin, parce que ça permettra bien sûr de protéger les enfants, mais aussi le reste de la famille. Aujourd'hui, la plupart des pays européens, on voit que les écoles ont repris, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent par exemple, dans une classe, de la diviser en deux et d'avoir une partie des élèves le matin, une autre l'après-midi, ou une le matin, une autre fait des cours en ligne. Donc, c'est vraiment des efforts pour éviter, pour minimiser donc, les contacts entre les enfants. Je pense que c'est des exemples, mais qui sont spécifiques à un contexte particulier. Merci. Merci. On sait bien que la contamination, généralement chez les enfants, chez nous, c'est vraiment intrafamilial. Hein? Donc, la plupart des cas que nous avons enregistrés. Et je pense qu'il faut vraiment insister sur les mesures barrières. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits dans les pays développés pour la reprise de l'école. Mais quand on pense que chez nous, il peut y avoir une classe où il y a 100 élèves, je ne sais pas comment ces problèmes de distanciation peuvent être respectés. Donc, il faut vraiment en tenir compte. Il y a une question qui porte sur quelle est la différence fondamentale dans la présentation du COVID-19 des enfants par rapport aux adultes? Bon, je vais essayer d'apporter ma réponse. Bon, je suis Anna, Anna avec le doigt. Anna, il veut prendre la parole. On peut laisser Anna ou bien? Oui. On laisse Anna et puis tu prends la suite. Merci. Je m'excuse, Dr. Ousmane. Il y a quelques collègues de l'UNICEF en ligne aussi qui pourraient également souhaiter contribuer aux réponses. Gagan Gupta du bureau de New York
est aussi Aline Simen Capo du Bureau régional de Dakar. Mais par rapport aux symptômes de la COVID chez les enfants, les symptômes ne sont pas spécifiques et se recoupent avec les symptômes des maladies courantes de l'enfance, en particulier la pneumonie causée par des autres agents. Celle-là doit être prise en compte dans le cadre de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance. Mais de nombreux enfants atteints de COVID peuvent présenter des symptômes non spécifiques, tels que la fièvre, fatigue, taux ou difficultés respiratoires. Et dans des cas rares, les enfants peuvent présenter des diarrhées et des vomissements comme seul signe. Merci, Anna. Ousmane, peut-être que tu peux continuer. Oui, je pense qu'Anna, ce qu'elle a dit est vrai. Je lisais un article qui disait que les enfants expriment beaucoup plus les symptômes d'une infection des voies respiratoires que les adultes. Ça, c'est dû au fait de mécanismes de l'infection virale. Ils disent que le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, dont a besoin le virus, est beaucoup plus représenté chez les adultes dans le poumon, alors que chez l'enfant, il est beaucoup plus représenté dans les voies aériennes supérieures. De telle sorte que les enfants font beaucoup plus de manifestations respiratoires des voies respiratoires aériennes supérieures. Ouais, donc, comme l'a dit Anna, ce sont les manifestations de toute maladie qu'on rencontre dans nos structures. Et c'est une difficulté même dans nos structures. Nous, on se dit, qu'est-ce qu'on va mettre en quarantaine ou non? Parce que dès qu'un enfant vient avec des infections respiratoires, on se dit, bon, voilà. Donc, je suis d'avis avec Anna que c'est vraiment les symptomatologies les plus fréquentes et qui sont assez légères. Voilà. D'accord, merci. Donc, comme vous l'avez dit, hein, ce sont les symptômes qu'on rencontre couramment chez nous, quand on prend les gardes ou en consultation. Les symptomatologies ORL, c'est ce qu'on rencontre le plus fréquemment. Pour la part des choses entre le COVID-19 ou bien la symptomatologie normale qu'aurait présentée un enfant sans COVID-19. C'est vraiment difficile de faire la part des choses. Merci. Madeleine, il y a deux questions importantes que les orateurs, que les auditeurs posent. Un, rapidement, est-ce qu'un enfant doit porter un masque? Deux, est-ce que le COVID est présent dans le lait maternel? OK, je voudrais que... Okay. Vas-y. Donc, pour la première question par rapport au masque, il y a des recommandations, mais surtout d'ici. On dit que les masques, les enfants peuvent en porter, mais à partir de 2 ans. Avant 2 ans, il n'est pas recommandé de prendre un masque. C'est vrai que même après 2 ans, ça peut être des difficultés. Il faudrait voir le confort. Et donc, je pense que tout dépend un peu du degré d'évolution de l'enfant. Il y a des enfants qui s'adaptent bien, moi j'en ai vu, pour le port de masque. Il y en a, même à 7 ans, 8 ans, ne s'adaptent pas bien. Je pense que c'est des choses à essayer et d'évaluer pour voir est-ce qu'à partir de quel âge on peut avoir donc, cette adaptation, surtout pour le milieu scolaire. Le deuxième point, je pense, concernait le... C'est quoi encore? Donc, le deuxième point, c'était la deuxième question. C'était... Joe? La deuxième question, c'est la présence du COVID dans le lait maternel. Oui, donc des études ont été faites depuis le début de l'épidémie, donc qui ont été faites pour regarder un peu s'il y avait une transmission verticale du COVID. Donc, la première étude que j'avais lue, c'est une série de 33 grossesses à 35 semaines, donc diagnostiquées COVID-19 positif chez la femme enceinte. Ils se sont rendus compte qu'au niveau du sang du cordon, il n'y avait pas le COVID, au niveau du placenta, il n'y avait pas le COVID, et au niveau du lait maternel, il n'y avait pas de COVID. Donc, ça veut dire quoi? Que l'infection maternelle n'est pas une contre-indication à l'allaitement maternel, puisqu'il n'a jamais été prouvé que le virus a été retrouvé dans le lait maternel. Toutes les études qui ont été rapportées à ce jour. Voilà. Peut-être qu'on va prendre la position de l'UNICEF. Oui, Anna, tu peux y aller. Oui. Je voulais juste ajouter à la question des masquages publics. Parce qu'il n'existe pas de recommandations globales pour le masquage public à l'heure actuelle. Les directives globales s'adressant aux prestataires de soins de santé qui effectuent un dépistage de COVID et ne pouvant maintenir une distance de minimum de 1 mètre.
et au cas suspect confirmé des personnes qui ont le COVID. Mais s'il existe une politique nationale ou locale exigeant le port du masque, celle-ci doit être suivie par toutes les personnes âgées de plus de 12 ans, comme on dit Ousmane, ce qui peut représenter un risque de suffocation, au du moins. Merci. Madeleine, oui. Madeleine, il y avait une question sur l'attitude postpartum. Est-ce que notre ami Maurice pourrait nous répondre là-dessus? Parce que je suis en train de voir les questions qui tombent sur le YouTube. Donc, Maurice, professeur Haddad voudrait que tu répondes sur la question du postpartum, le nouveau-né exposé au COVID-19. Désolé, Madeleine, c'est quoi la question? Ça se coupe et je n'ai pas entendu la question. Il demande la conduite à tenir dans le postpartum face à un nouveau-né qui est exposé au COVID-19. La mère a eu le COVID-19, donc quelle est la conduite à tenir? Parce qu'on a parlé du lait maternel. Il y a des études qui ont montré qu'elle peut donner son lait maternel, mais quelle est la conduite dans le postpartum? Tu as la parole. Oui, merci. Il faut dire effectivement que les études actuelles qui ont été faites sur Madeleine, je peux revenir sur cette question. Allô? Allô? En Asie et qui montrent qu'effectivement, oui. La transmission mère-enfant n'était pas confirmée du tout par aucune étude et qu'il n'y avait pas de transmission à travers le lait maternel. Donc ça, c'est un élément essentiel. Le reste, bien entendu, c'est la prise en charge d'un enfant quand la maman est porteuse de COVID. Dans ce cas, les mesures de distanciation restent valables, l'utilisation du masque, bien entendu, le lavage des mains fréquent possible avant, pendant, avant et après l'allaitement. Tout ceci pour éviter, bien entendu, la transmission. Pour l'instant, donc, ce sont ces mesures de protection, mais le plus important étant de garder, n'est-ce pas, l'allaitement maternel comme essentiel. Merci. Merci, parce que l'allaitement maternel, c'est vraiment une stratégie de survie de l'enfant. Donc, il est clair qu'on continue l'allaitement. Professeur Ousmane Diaye, tu avais envie d'intervenir, il me semble. Vas-y. Non, je suis d'accord avec beaucoup. Je pense qu'on est d'accord sur ça. Il faut le maintenir en gardant les gestes barrières. C'est important. C'est tout. Moi, je voulais juste revenir sur le problème de distanciation à l'école quand on connaît nos contextes de vie. Ça, vraiment, je ne sais pas, on ne peut pas respecter la distanciation d'un mètre. Ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut vraiment insister sur les gestes barrières et le port de masque, bon, s'en tenir aux recommandations nationales, comme l'a dit Anna, sur les gestes qui seront permis en fonction des pays. Merci. Joseph, as-tu des nouvelles questions? La question qui se pose partout, dans tout le monde, c'est nos amis de l'OMS et de l'UNICEF, à quand le vaccin contre le COVID? Est-ce qu'il y a un espoir que ce vaccin puisse arriver dans les prochains mois afin de leur permettre une vie normale autant que possible? Je vous laisse le soin de répondre. Merci, professeur Haddad. Il attend le vaccin qui sera le bienvenu, mais je pense qu'avant la vaccination, il faudrait vraiment sensibiliser sur la désinformation vis-à-vis de la vaccination. Il faudrait vraiment augmenter la fréquentation des structures de santé parce que, comme l'a dit le professeur Ousmane Diaye, on a vu que ça a considérablement baissé, surtout en ce qui concerne nos vaccinations. Donc, à quand la vaccination?
Anna et Maurice. Je peux répondre. Quand la vaccination, c'est une question pas facile pour l'instant parce que on sait qu'il y a énormément de candidats vaccins qui sont en cours de développement, mais comme vous le savez, il y a des étapes par lesquelles ces candidats vaccins doivent passer pour, n'est-ce pas, être, disons, pour prouver leur efficacité, parce que ce n'est pas que nécessairement qu'un vaccin candidat est trouvé par un labo qu'on commence directement à vacciner. Donc, il y a des étapes qui font qu'il faut encore du temps. Je voyais hier une télévision où on disait que le plus tôt serait d'ici la fin de l'année. Donc, ça, c'est des estimations de temps, mais il faut dire qu'avec la pandémie actuelle, la façon de faire les choses a été plus ou moins affinée, n'est-ce pas, pour faciliter les choses. Et l'OMS, pour faciliter toutes les procédures de régulation, de sorte que dès qu'on a un candidat ou un candidat, mais comment d'ailleurs, qui montre les preuves d'efficacité, qu'il n'y ait pas beaucoup de retard à la production pour que ça puisse, n'est-ce pas, aller dans les pays où on en a besoin. Donc, je ne peux donner aucune date, je suis désolé. Je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui se font actuellement et on attend de voir, bien entendu, dès qu'il y a quelque chose qui est probable. Merci. Docteur Madeleine? Oui, Anna, vas-y. Je ne vais pas ajouter de plus sur le vaccin candidat, mais en ce qui concerne la préparation du public d'un éventuel vaccin, nous devons continuer à lutter contre les rumeurs et la désinformation et de renforcer la confiance du public dans les services publics et en particulier, comme toujours, la demande des vaccins en général. Et les manières d'y parvenir passent par l'engagement communautaire, comme toujours. Merci. Dr. Gagan or Dr. Ali, another UNICEF colleague, if you wish to join in the question around the candidate vaccines and R&D towards a potential vaccine, or we can pass to the next question. Right. So I can just add a bit. There is another webinar, the next one, which is exclusively on immunization. And in that, there would be a presentation from Oxford, where they are at the front runner of a candidate vaccine. And there is also a presentation from Gavi, where they have spoken about what will be the plans for introduction of a vaccine once it comes in low-income countries, middle-income countries, and the countries which are not manufacturing the vaccine. Also, just to give you from the global perspective, normally the vaccine development process is very long. It takes 5 to 10 years. The main reason is once the vaccine is proven to have efficacy, then the manufacturing starts. But this time, many governments are planning to start manufacturing simultaneously when testing is going on. That means even if vaccine is not effective, millions of doses will be produced, taking the risk that if it does not work, they will be destroyed. So that will save a huge amount of time. And yesterday, the government of US announced that from the preliminary data, what they are looking at, they expect by the end of the year, if things go well, they might see some vaccine. But currently, 8 to 11 vaccines are the ones which have shown potential and have now started moving into the next phase of trial. So it looks promising, but you never know. Then there will be issues whether how much is the potency of the vaccine,
how long is the immunity with the vaccine? And then does virus change strains? If the virus change strains, you will have to have it like an influenza vaccine every year, a new strain. So there are many unanswered questions about potency, about the long duration of immunity which vaccine will provide, and how the virus changes the strain. So as compared to other vaccine development, the process here is going to be faster, but still no one can say with surety that what will happen. And also there is a lot of convergence of the countries, and WHO has brought all the countries on one platform. So a lot of these things are happening, and maybe WHO colleagues can add on it. Ok, merci. Ben oui, je dois traduire rapidement. Oui, vous pouvez traduire, oui. Oui, traduire. Donc, Dr. Gagan a dit qu'il y a eu une webinaire séparée présentée par la APA, portant spécifiquement sur la vaccination. Et il y a une présentation de Oxford, c'est pas, à propos de cette question. Et il a dit aussi que de plus, nous ne connaissons jamais beaucoup des incertitudes concernant la sécurité, l'évolution des souches et la durée d'immunité. Donc, il n'y a pas encore de certainté. OK, très bien. Donc, en conclusion, on doit vivre avec le COVID. Donc, notre future vie, on doit s'accommoder au COVID, malheureusement. C'est ainsi qu'on doit avoir toujours espoir que les choses vont certainement s'accélérer, qu'on aura des médicaments efficaces, qu'on aura un vaccin efficace, que nos enfants soient protégés et que, comme on dit, que Dieu nous protège ou que la grande puissance nous protège, pas la grande puissance politique, je dis la grande puissance que nous connaissons. Et puis, ma foi, je voudrais vous remercier tous d'avoir participé à cet intéressant webinaire. Et je pense que je vais donc demander à l'AIP, l'OMS et l'UNICEF d'organiser un autre webinaire sur l'immunisation en langue française. Donc, celui qui va être destiné aux pays anglophones soit également retransmis en français. Donc, je vous remercie tous et à très bientôt. Bonne continuation. Soyez prudents et vigilants. Merci encore une fois à vous tous d'être parmi nous cet après-midi. Et on va conclure en vous souhaitant un excellent week-end. Bonne journée, bonne soirée plutôt, ou bonne journée pour ceux qui sont encore en pleine journée. À bientôt. We are leaving the webinar. Thank you very much, all of you. So, see you soon in another one. Thank you. Merci, Joseph. Bye. Merci, Dr. Joseph. Merci beaucoup. Et merci aussi à tous les panélistes pour les... Merci, Madeleine, Anna. Great. Well done, everyone. Merci à tous. Excellent. Shraddha, Thank you. Dr. Alden, you want to intervene at the last? Just send me the link. No, that's... Immediately after this. See you soon in another. Thank you. There will be another.